Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve à nouveau dans un point lecture avec encore une fois 3 titres à vous présenter. Et donc on commence tout de suite avec 24 heures sans jeux vidéo de Sophie Rigal-Goulard, publié donc chez Rajo. Donc qui est dans la même collection que 10 jours sans écran, que j'ai juste surkiffé. 15 jours sans réseau, que j'ai beaucoup aimé. Et donc le dernier de la série, c'était 24 heures sans jeux vidéo. Étant donné que je suis une ancienne gameuse, ça m'intéressait bien de découvrir celui-ci également. Donc ici on va suivre Terence et sa sœur Blanche. Terence est un accro aux jeux vidéo et au grand désespoir de ses parents, mais vu que ses résultats scolaires s'en suivent, bon, il le laisse plus ou moins faire. En fait je m'attendais, comme pour les autres romans de la série, à ce que les personnages testent le titre du livre. C'est-à-dire en 15 jours sans réseau, ils partent à un endroit où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien du tout. Dans 10 jours sans écran, c'est un challenge qui est lancé dans une classe et où il y a toute l'école qui va participer. C'est de tenir le plus possible sans regarder un quelconque écran. Et là, je m'attendais donc à ce que pendant 24 heures, le héros essaye de ne pas jouer. Alors, ça va l'être plus ou moins, puisqu'en fait, Terence, à force de jouer, il va absolument battre le boss final qui s'appelle Moon du jeu Dark City Game. Et en fait, sans qu'on comprenne très bien comment ça a pu se produire, Terence se retrouve happé dans son jeu. Et donc, il n'a plus accès aux commandes. Et sa sœur va le découvrir et essayer de lui venir en aide. Malheureusement, elle va être elle happée également à son tour dans le jeu vidéo. Et du coup, ce sont les adultes qui sont pas forcément des pros en jeu vidéo, qui sont même plutôt nuls, hein, faut bien le reconnaître, qui vont devoir essayer d'extirper ces deux enfants du cauchemar dans lequel ils se sont plongés. J'ai trouvé que c'était une façon originale de nous présenter le jeu vidéo. Une façon... je sais pas. Une façon ludique, originale et intéressante de nous raconter cette histoire. De nous faire voir l'enfer que Terence et Blanche vont vivre en étant à la place des avatars qui d'habitude ils commandent et à qui ils font faire des tas d'actions. Et voir quel impact ça peut avoir de se retrouver à la place de nos avatars. C'est quelque chose que, voilà, j'ai trouvé que ça... assez frais, assez divertissant. C'est une manière, donc comme je le disais, voilà, innovante de faire voir les choses sous un autre angle aux enfants, ou même aux adultes hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les gosses hein, qui jouent beaucoup trop aux jeux vidéo, les adultes aussi, et moi pour la première j'ai joué pendant... Enfin trop souvent pendant trop longtemps, donc voilà, je sais ce que c'est. Mais oui, ça m'a, du coup le fait d'être une ancienne gameuse m'a beaucoup parlé à travers ce livre et j'ai passé un bon moment avec. Même si pour le coup, des trois, c'est pas celui que j'ai préféré. Mais je trouve que l'histoire reste intéressante à suivre. Que bah voilà, les adultes vont devoir rentrer, si vous voulez, dans le monde geek de leurs enfants. Et ils vont découvrir des choses différentes. Chacun va revoir un peu sa façon de penser, sa façon de voir le monde. Que ce soit les enfants par rapport à ce que les adultes peuvent dire. Les adultes par rapport à l'attrait que les enfants peuvent avoir pour les jeux vidéo. Et je trouve que c'est un ouvrage à lire aussi bien avec les enfants, aussi bien par les enfants adolescents que pour les adultes. Je ne sais pas opposer mes livres. Ensuite, un livre que j'ai reçu en service presse grâce à une masse critique spéciale Babelio. Donc je remercie Babelio et je remercie Bayard pour l'envoi de ce livre parce que j'ai juste adoré de la première à la dernière ligne. Il s'agit de Marabelle et le livre du destin. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout en surbrillance. De Tracy Barrett qui sort le 7 novembre prochain et dont je dois vous faire mon avis. Je devais le poster le mercredi, puis mon avis... Bon, vous l'aurez en ligne hein, quand vous l'aurez cette vidéo. Mais ici, on va suivre donc Marabelle et son frère jumeau Marco. Ils sont les enfants du roi. Leur maman est décédée quelque temps après leur naissance. Ils s'est remariés, ils ont une gentille belle-mère. 2 demi-frères et une demi-sœur. Mais voilà, le livre du destin sur lequel tout le royaume prend conseil depuis toujours, depuis des siècles, pour bâtir son royaume et gouverner ce royaume. Le livre promet que la 13e minute, de la 13e heure, du 13e jour, du 13e mois de la 13e année, un truc comme ça, l'élu sera donc annoncé à tout le monde et il s'agit de Marco, bien entendu, puisque il n'y a que des hommes qui ont le pouvoir sur ce royaume. Seulement voilà, quelques minutes avant leur anniversaire, Marco se fait kidnapper et Marabelle, à qui on reproche souvent de ne pas se comporter comme une petite princesse obéissante, en faisant ce qu'on attend d'elle, en restant à sa place,
Elle préfère carrément aller se battre dans la paille avec une épée en bois que d'assister aux différentes réceptions et faire des révérences à leurs invités. Clairement, elle a un caractère du feu de Dieu et elle ne voit pas pourquoi son frère aurait le droit d'apprendre à se battre et pas elle, tout simplement. Donc c'est elle qui va décider, malgré que ses parents ne soient pas d'accord, malgré que le livre du destin dit que l'élu se reconnaîtra de lui-même et qu'à partir de ce moment-là, quand il acceptera sa destinée, il s'en sortira, il se délivrera du mauvais pas dans lequel il a été mis. Donc on parle toujours de Marco. Elle décide qu'il est hors de question qu'elle prenne le moindre risque. Il ne dispose que de 13 jours avant que l'élu se fasse transformer en crapaud par la personne qui l'a enlevé. Et Marabel est décidée à bien tout mettre en œuvre pour aller sauver son frère, quoi que les adultes disent et quoi que le livre du destin dise également. Et on va la suivre dans son périple, accompagnée donc de Ellie, qui est sa suivante également, sa meilleure amie, mais aussi de, alors je crois que c'est Floriano. C'est ça, c'est Floriano, j'ai du mal avec ce nom. Qui est un licorne, parce qu'il nous fait bien comprendre qu'on ne dit pas une licorne, mais un licorne, parce que lui, c'est un mâle. Et on va les suivre au travers de ce royaume scindé en deux, où une partie est censée être machiavélique, sombre, angoissante, et tout ce qu'on peut lire habituellement dans des royaumes, entre le royaume du bien, le royaume du mal, etc. Mais en tout cas, c'est un récit que j'ai trouvé très, très, très intéressant, original, innovant. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous raconte cette histoire. J'ai beaucoup aimé le caractère des trois personnages qu'on suit principalement. Donc Ellie, Marabel ou encore Floriano, qui a un sacré caractère de cochon pour un licorne, clairement. Et aussi la détermination, le courage, mais en même temps les failles de cette jeune princesse qui veut absolument sauver son frère, même si c'est pas elle qui est destinée à prendre le pouvoir, même si c'est pas elle qui est destinée à gouverner, ou même si ce n'est pas elle qui est mise en lumière, puisqu'on la laisse souvent en retrait par rapport à son frère. Elle va coûte que coûte vouloir le sauver et le tirer de ce mauvais pas. Et franchement, j'ai adoré. Alors oui, il y a des choses qui sont un petit peu faciles, il y a des choses qu'on va un petit peu venir en avance. Malgré tout, ça ne m'a absolument pas gâché ma lecture. Et franchement, je vous recommande de foncer dessus parce que c'est une des meilleures lectures jeunesse que j'ai faites cette année. Et je suis extrêmement heureuse de l'avoir découvert. Et je finis ce point lecture avec Les Enquêtes de Clem, le tome 2, Le Gang des Écuries de Catherine Calangula et Marie Gribouille chez Flammarion Jeunesse dans leur collection Père Castor. Donc j'avais reçu le premier tome en service presse par la maison d'édition et qui je suis partenaire et que j'avais beaucoup aimé. Donc on suit Clémentine qui va vivre au hameau de sa grand-mère qui est malheureusement décédée avec tous ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, puisque la famille ne peut pas se permettre de garder le hameau comme ça. Donc ils vont décider d'y vivre et essayer de le transformer en chambre d'hôte pour pouvoir le conserver au sein de la famille. Et donc on va suivre cette joyeuse tribu qui n'a pas l'habitude de vivre ensemble, où les adultes ont des différends entre eux, où certains enfants ont quelques conflits entre eux également. Et on va découvrir cette vie de famille, mais aussi dans chaque tome il y a une petite enquête qui se met en place et que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome. Donc ici, Clem et ses cousins-cousines vont enquêter sur un mystère qui tourne, puisqu'apparemment des poulains sont kidnappés. Et étant donné qu'une de leurs juments va bientôt avoir un bébé, donc un poulain, Clem et ses cousins-cousines ont vraiment peur que le gang des écuries s'en prenne à eux. Dans un second temps, au hameau, de nouveaux hôtes arrivent et chacun semble cacher des choses. C'est très mystérieux, ça les intrigue beaucoup et ils décident donc de mener tous ensemble leur petite enquête. Même si j'ai bien aimé dans l'ensemble, parce que ça reste innovant, que ça touche les chevaux, la nature et que j'aime beaucoup ça, je dois dire que je suis restée un peu sur ma faim avec ce tome 2, pour la simple et bonne raison que dans le premier tome, on a deux intrigues. On a une intrigue proprement parlée pour le tome, donc avec la mystérieuse Miss Walton, dont on a toutes nos réponses, et on suit l'évolution de la famille dans sa nouvelle constitution, sa nouvelle construction autour du hameau. Ce que ça implique aussi bien pour les enfants que pour les adultes, et les enfants envers les adultes envers les enfants. Tandis que là, on a donc cette intrigue donc, du gang des écuries. On a toujours la trame familiale en fond qui continue à se développer et qui nous permet d'en apprendre davantage, de voir les problèmes auxquels ils vont devoir faire face. Mais on a aussi les mystères concernant les nouveaux hôtes.
Et malheureusement, concernant les nouveaux hôtes, on n'a pas la réponse à ces mystères, on ne sait pas pourquoi. Alors autant on avait la réponse à nos questions concernant les intrigues en dehors de la trame familiale dans le premier tome, autant là il y a des questions qui restent sans réponse et ça m'a quelque peu gênée. Parce que je pense pas que ce soit des personnages qu'on reverra spécialement par la suite. Donc j'aurais aimé savoir le pourquoi du comment. Et je trouve que ça c'est pas assez abouti, l'auteur n'a pas été jusqu'au bout de ses idées, elle ne nous donne pas la totalité de nos réponses, ce qui moi m'a dérangé. Après voilà, en soi l'histoire reste agréable à suivre, il y a toujours cette petite part d'enquête, de mystère que j'aime bien, le fait que tout se déroule en famille, que les adultes ont bien leur rôle, ils ne sont pas mis de côté, ils ont leur rôle à jouer et ils le jouent leur rôle, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve qu'il y a un manque d'approfondissement dans cette seconde enquête par rapport à la première et surtout un manque de réponse pour le lecteur qui moi me posera toujours problème, je n'aime pas les fins ouvertes. Donc voilà, forcément c'est ce qui a un peu péché pour moi dans ce second tome. Néanmoins je lirai la suite avec grand plaisir. Parce que je ne désespère pas que... voilà, je me dis que c'était peut-être sur ce tome 2 ou alors peut-être que l'auteur a décidé de les mettre dans des aventures plus tard et que c'est pour ça qu'on n'avait pas les réponses, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est sympa, ça se lit vite. Ça se lit très bien. C'est une police d'écriture assez aérée. On a des illustrations. Enfin, dans l'ensemble, c'est un livre que j'ai quand même su apprécier. Hein. Mais c'est juste que voilà, j'aurais aimé avoir toutes les réponses à mes questions et non pas que certaines restent en suspens. Donc dans ce point lecture, s'il y a un livre que vous devez retenir, c'est Marabelle et le livre du destin de Tracy Barrett, publié chez Bayard, enfin apparaître chez Bayard le 7 novembre prochain, qui est juste une tuerie. J'ai adoré et je vais me le garder précieusement de côté et c'est un livre que je relirai avec grand plaisir. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que je vous aurai fait découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs peut-être. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Si vous avez des autres livres jeunesse qui vous ont particulièrement marqué ou que vous voudriez que je découvre à mon tour, pareil, je suis toujours ouverte aux suggestions, donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en barre d'infos. Même s'il n'y a que le titre, hein, c'est pas gênant. Après, moi, je ferai des recherches pour voir de quoi il retourne et pouvoir lire les résumés et voir qu'est-ce qui m'intéresse le plus ou non. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!